Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons terminer ici avec la théorie BCS, en considérant les phénomènes liés au courant et aux effets électromagnétiques. Donc, on avait vu que lorsque les électrons se trouvent dans un état collectif défini par une fonction d'onde psi0, on peut lui associer un courant, J0R, qui est donné par moins IE H bar divisé par 2m fois psi star 0 fois la variation avec la position de psi 0 moins le même terme en conjugué complexe. Si on applique un champ électromagnétique décrit par un potentiel vecteur A en fonction de la position R, il suffit de remplacer moins IH bar variation de X par le même grandeur moins E fois A. En remplaçant ainsi la relation précédente, on obtient le courant où on utilisera cette fois-ci la fonction d'onde psi, qui est la fonction d'onde des électrons en présence du champ électromagnétique. Dans un métal normal, en absence de champ électromagnétique, on a J0 égale 0. Si on applique un champ magnétique, les termes ici peuvent être relativement grands, mais ils se compensent presque totalement, et on trouve un courant très petit qui correspond au diamagnétisme. Dans un supraconducteur, le gap d'énergie entre l'état fondamental et les états excités font que la fonction d'onde psi en présence du champ électromagnétique reste proche de l'état de base, psi 0, ce qui donne, après quelques calculs, un courant égal à moins E carré sur M fois NR, la densité d'électrons en fonction de la position, fois AR, le potentiel vecteur. On appelle cette relation l'équation de London. London l'a proposée en 1935, avant la théorie BCS, qui valide ce résultat. À l'époque, la théorie BCS n'était pas encore connue. Si on a un champ magnétique statique, les équations de Maxwell sont le rotationnel de B égale mu0 fois J, et également que B est égal au rotationnel de A. On a donc trois équations, et donc on peut éliminer deux grandeurs. Par exemple, si on élimine le courant J, puis le potentiel vecteur A, on trouve une équation delta B, à delta ici c'est pas de différence, c'est l'opérateur appelé Laplacien, égale 1 sur lambda L carré fois B, B0. B0 étant le champ magnétique appliqué à l'extérieur du matériau. Lambda L est donné par la racine carrée de la masse de l'électron divisé par mu0 E carré M. Si le champ appliqué est perpendiculaire au matériau, on trouve facilement une solution. B étant dans le matériau, B égale à B0 fois E exposant moins Z sur lambda L, Z étant la position verticale, et donc le champ magnétique diminue exponentiellement, extrêmement vite, il s'annule dans le matériau avec une longueur caractéristique lambda L qui est appelée longueur de London. Si on calcule cette valeur, par exemple pour l'étain, on trouve 140 angstroms. C'est extrêmement petit. Donc le champ magnétique ne pénètre dans une fine pellicule du supraconducteur. C'est l'effet que nous avons vu, l'effet Meissner. Si on fait le calcul à une température donnée finie,
on doit utiliser la densité d'état d'électrons supraconducteurs, et celle-ci tend vers 0 à la température critique. On en déduit alors que la longueur de pénétration tend vers l'infini. C'est-à-dire que quand on passe la température critique, le champ magnétique pénètre dans tout le matériau. On a là un conducteur normal. Si on calcule en fonction de la température la longueur de cohésion, on a une fonction qui est proche des résultats expérimentaux, mais malgré tout l'expérience donne toujours des résultats plus grands, une longueur de pénétration plus grande. Et ce, d'autant plus que le matériau est très pur. Or, quand le matériau est très pur, on s'approche d'une situation idéalisée, on devrait retrouver le même. Donc, qu'est-ce que nous avons fait comme erreur? Mais comme erreur, c'est de supposer que la fonction d'onde était strictement identique à celle de l'état de base. Ce n'est pas le cas. Elle est légèrement modifiée par la présence du champ magnétique. Et si on fait un calcul utilisant un champ différent qui varie avec le champ magnétique, on obtient une nouvelle équation qui avait été postulée par Pipard et qu'on peut déduire par le calcul comme ici, et on obtient alors une valeur de lambda de pénétration qui est bien meilleure, très proche des valeurs expérimentales. Si on revient aux équations initiales, et qu'on élimine cette fois-ci non plus le courant et le potentiel vecteur, mais le champ magnétique et le potentiel vecteur. On élimine B et A. On obtient alors une équation pour le courant qui est fort semblable à celle du champ magnétique. Ceci donne un courant persistant en surface, même en l'absence de champ magnétique, et même en l'absence de champ électrique, et ce courant n'existe que dans la fine pellicule semblable à celle du champ magnétique, phénomène que nous avions discuté. Et si on fait un calcul avec le champ électrique, alors les calculs sont nettement plus compliqués. Les équations de Maxwell utilisées donnent un ensemble d'équations plus difficiles à utiliser. On en arrive au résultat que dans la phase supraconductrice, la résistance électrique est nulle. On peut raisonner de manière intuitive comme ceci. Dans un état normal, les électrons se déplacent individuellement et ils vont heurter les irrégularités du réseau, ses défauts, ainsi que les phonons. Avec ces chocs successifs, une partie de leur énergie est dissipée dans les vibrations du matériau et donc sous forme de chaleur. Et l'électron a donc plus de mal à suivre le trajet que lui impose le champ électrique. Et donc on a une résistance électrique. Ici, les électrons sont associés en paires de Cooper qui sont toutes dans leur état de base, dans le même état quantique. Et on l'a vu avec les bosons, une paire de Cooper étant une paire d'électrons, c'est un boson. On l'a vu avec les bosons, plus les bosons sont dans le même état, et plus ils ont tendance à se mettre dans le même état que les autres bosons, ou à rester dans ce même état. Il est très difficile de changer l'état des paires de Cooper. Il faudrait, pour bien faire, que chaque paire subisse la même collision, de façon à ce que toutes les paires changent d'état en même temps. Ce qui, évidemment, est extrêmement peu probable. Et donc, l'ensemble a tendance à s'écouler de manière imperturbable, malgré les phonons, malgré les défauts du cristal, et la résistance électrique est nulle. Voilà, alors on peut également effectuer des calculs tels que la conductivité thermique, et on obtient les résultats tels que nous avons exposés dans la partie expérimentale, et la théorie fonctionne très très bien. Voilà, alors quittons la théorie BCS. Dans la prochaine vidéo, nous verrons un phénomène qui est appelé quantification du flux magnétique. Je vous remercie.